Mais ça reste que, moi, je pense que ça peut faire partie d'une stratégie. Ça peut faire, tu sais, je veux dire, tu es en fin de match, tu as encore une contestation, puis ça, c'est 3 balles, 2 prises, puis là, le tir qui est vraiment, là, qui est sur le coin, mais tu n'es pas certain. Là, c'est le temps d'utiliser. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, début du mois de mars. Et Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Les camps d'entraînement vont bon train, les matchs roulent. Marc, les premières observations sur ce qu'on a vu depuis le début du camp d'entraînement, souvent des blessures. C'est là-dessus qu'on met, notre emphase quand on regarde ce qui se passe, surtout sur les lanceurs. Jusqu'ici, on a été relativement épargnés et même qu'on a des nouvelles réjouissantes sur certains lanceurs là, qu'on observait de plus près, des vétérans principalement. C'est vrai, Alain, que c'est la plus grande crainte des directeurs généraux, du personnel baseball, là, ce sont les blessures. T'sais, on a une petite peur avec les Phillies lorsque Bryce Harper a été atteint à l'avant-bras. C'est la pire chose parce que lors du camp d'entraînement, on a évidemment on a nos joueurs en place, on a nos idées, on a une bonne idée de ce qu'on veut faire. Alors, c'est sûr que les blessures font partie, évidemment, du jeu, mais tu veux les éviter. Alors, c'est vrai que, là, on va toucher du bois, là. J'espère qu'en disant ça, qu'on n'aura pas quelques blessures là, qui vont s'ajouter, mais c'est très rafraîchissant. Je trouve que les bons joueurs vont bien. Je regarde Scooble, ce qu'il a fait, par exemple, avec les Tigers depuis le début. Il a poussé des balles à près de 100 000 à l'heure. Il semble en grande forme, il semble hyper motivé. Mais tu as parlé des joueurs qui reviennent ou des joueurs qui ont eu des blessures sérieuses. Je pense à Alcantara, par exemple, avec les Marlins, qui je trouve ça vraiment rafraîchissant, lui, de le voir au monticule. Probablement qu'il va être échangé s'il est en santé, là, parce que je regarde la formation des Marlins, ça va être une longue saison là-bas, mais peu importe. Jacob deGrom, ça c'est intéressant aussi avec les Rangers du Texas. C'est la période de vrai test pour ces gars-là aussi. Là, c'est là qu'on leur donne des manches, on essaie de pousser la note un petit peu plus. Donc ça, c'est fort intéressant de voir ça à ce début de camp d'entraînement. Là. Oui, Marc, aussi, on surveille certains lanceurs. Paul Skeens, on l'observe de très, très près avec ce qu'il a accompli l'année passée. C'en est un autre qui ne s'est pas assis sur ses lauriers, visiblement, semble-t-il, là, qui est arrivé avec de nouveaux tirs, comme s'il en avait besoin dans son répertoire. Ce que je trouve dangereux un petit peu, Marc, lorsqu'on fait ce genre de choses, ça a bien été dangereux et rafraîchissant en même temps, puis là, il y a l'équilibre entre les deux. Là, tu développes des trucs, des lancers. Faut que tu fasses attention, Marc, développer de nouveaux lancers, techniquement, il ne faut pas que tu changes trop de choses, parce que ça a fonctionné l'année passée. Mais de l'autre côté, si tu ne t'ajustes pas, les frappeurs, eux, vont le faire. Donc, moi, je trouve ça rafraîchissant que Paul Skeens prenne de l'avance un peu, mais il faut que tu le fasses sous une certaine supervision. Là. Oui, absolument. Oui, écoute, puis tu sais, il n'est pas arrivé au camp en disant à tout le monde, bon, moi, je développe 2-3 nouveaux lancers, là, puis ça n'a rien à dire. C'est vraiment un travail d'équipe. Ce que j'aime, c'est que c'est pas nécessairement une glissante. C'est un lanceur de puissance, Alain, qui ajoute parfois une glissante, des fois, je trouve ça un petit peu plus dangereux. On sait que c'est le tir qui met beaucoup de pression sur le coup d'avantage. Mais je pense que Paul Skeens est très bien entouré actuellement. Puis juste le fait, Alain, qu'il dit, tu sais, je vais développer 1 ou 2 nouveaux tirs. T'imagines-tu ce que ça peut faire jouer dans la tête des frappeurs? Tu sais, parce que déjà, c'est difficile de même de le frapper. Puis tu sais, le gars a toutes les habiletés du monde, le physique est là, tout est là. Je pense que ça veut pas dire qu'il va les utiliser rapidement. Parfois, ça prend du temps de développer un tir. C'est pas si simple que ça. C'est pas dire demain matin, je vais avoir une nouvelle balle rapide coupée ou une balle rapide tombante ou peu importe. C'est du travail. C'est pas, ça prend des tirs, ça prend plusieurs lancers avant de le développer, de le sentir. Oubliez qu'on affronte les meilleurs frappeurs au monde aussi. Là. Donc,
Il y a un enjeu là-dessus. Donc, mais je pense que Paul Skeens est quand même très, très bien entouré. Puis tu as raison de dire, Alain, le baseball, c'est un sport. En fait, tous les sports, ce sont des sports d'ajustement, mais on a l'impression parfois que le baseball l'est davantage parce que l'information circule maintenant tellement rapidement que tout le monde connaît aussitôt que ce soit les défauts, que ce soit évidemment les avantages d'un tel joueur. Donc, faut faire attention. Puis je suis content de voir que Skeens joue dans ça avec non seulement les nouveaux tirs, mais comme j'ai mentionné, peut jouer aussi dans la tête des frappeurs. Oui, écoute, tu parles de ça, Marc, ça m'amène sur un chemin et je pense que tu dois avoir lu le texte. Sinon, tu as lu des trucs sur la façon de faire à l'attaque pour les prospects pas des Blue Jays, mais des Red Sox de Boston. C'est qu'on en a 3 là, qui probablement vont faire leur début. Tu l'as probablement lu plus qu'une fois parce qu'il y avait des choses sur le plan technique intéressantes sur le développement des joueurs au bâton en différentes étapes. Tu parles d'ajustement dans ce sens-là. Moi, je reviens à une citation d'Eddie Matthews. C'est qui Eddie Matthews? C'est un coéquipier de Hank Aaron, temps de la renommée, 3e but, puis qui disait, et là, on date des années 50-60, peut-être en avant un peu de son temps, il disait, bon, les rapides, oui, on a évolué, puis lui aussi a vécu une transition, les lanceurs lançaient de plus en plus rapidement. Il dit, même si tu me mets au bazooka au monticule, si je le vois assez souvent, je vais être capable de m'ajuster. Puis là, je regardais ces frappeurs-là, ce qu'on leur donne comme outil aujourd'hui, puis on en a déjà parlé au niveau universitaire, on est capable d'avoir en 3 dimensions des images des lanceurs adverses, on les voit venir, on sait ce qui s'en vient. Est-ce que des frappeurs n'ont pas l'avantage sur les lanceurs? Je regardais ça, puis honnêtement, je ne sais pas trop où m'en aller parce que les lanceurs lancent de plus en plus fort. On dit les frappeurs n'ont pas de chance. Puis là, tu vois ça, puis tu dis, ben, c'est des lanceurs qui n'ont pas de chance parce qu'eux n'ont pas l'avantage, tu comprends, de s'exercer beaucoup. Il faut qu'ils ménagent, il faut qu'ils reposent leurs bras. Là-dedans, Marc, j'avoue que je suis un petit peu confus à savoir finalement qui a l'avantage. Je vais te régler ça tout de suite, Alain. C'est sûr que l'avantage est celui qui a la balle. C'est le lanceur. C'est le lanceur qui a toujours l'avantage. Écoute, moi, là, je trouve que les frappeurs, oui, ils ont des outils, puis on va y revenir rapidement là, sur les outils, Alain, mais écoute, là, regarde la dimension d'une balle de baseball. C'est 60 pieds 6 pouces, la vitesse, donc la vélocité, ce qu'on donne comme mouvement à la balle, la rotation. C'est tellement difficile d'être un frappeur aujourd'hui. C'est encore plus difficile. Donc, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on se dote maintenant des outils pour être à niveau. Parce que, tu sais, Alain, je sais là que bon, on a eu Jean-François Ménard comme invité lors de notre balado compte complet extra, qui a été extraordinaire d'ailleurs, soit dit en passant, mais tu sais, il n'y avait pas ça que je dise que, bon, on est retiré 7 fois sur 10 puis on est bon. Mais la réalité, c'est qu'un bon frappeur va quand même être retiré plus souvent qu'autrement. Donc, c'est sûr que l'avantage est au lanceur qui dirige. Au baseball, là, c'est le sport qui est différent. Tu es en attaque, mais tu n'es pas en possession de la balle. C'est le lanceur qui a la balle. C'est lui qui dit qu'est-ce qui se passe. S'il est précis, s'il est bon, s'il est fort, ben le match va se dérouler à vive allure parce que c'est lui qui contrôle. Si ça va moins bien, ben c'est là que les frappeurs tirent avantage de cette situation-là. Donc, moi, je trouve ça le fun que les frappeurs ont maintenant des outils qui leur permettent, tu sais, parce que Alain, t'as pas reculé ben loin, là. Tu sais, tu parlais que les lanceurs lancent de plus en plus fort, mais je veux dire, non seulement ça, mais c'est que le lanceur partant, là, tu le vois plus 3 fois dans un match. C'est que tu vois 2, 3, puis 4 lanceurs différents dans un match. C'est difficile pour le frappeur. Tu sais, les Rays étaient pas fous d'y aller avec des ouvreurs. Tu sais pas, 4 fois au bâton dans un match, tu affrontes 4 lanceurs différents. C'est plus difficile. Alors, je trouve que là, au moins, on a des outils. Puis là, de voir l'angle de sortie de la balle du lanceur. Tu sais, c'est souvent là le frappeur, là, c'est qu'il essaie de voir cette balle-là le plus rapidement possible de la main du lanceur pour se donner une meilleure chance. Alors, les outils dont tu fais mention, les frappeurs des Red Sox, tout ça, c'est ça qu'on est en train de travailler, de voir ça, puis après ça, bien évidemment, c'est du temps de réaction. Oui, il y a du côté mécanique et tout ça, mais donc, moi, je trouve ça le fun qu'on a des outils comme frappeurs qui, maintenant, là, dans le baseball moderne, nous permet d'être à l'affût de tout. Parce qu'Alain, 95 000 à l'heure, là, c'est rendu rien. Là. Tout le monde lance ça, t'as l'impression maintenant. Puis
Puis là, ben, un Paul Skeens qui veut faire bouger la balle encore plus. Fait que là, c'est rendu 99 avec des balles qui bougent, qui tombent, qui arrivent de... Fait que, tu sais, c'est compliqué. Il faut que les frappeurs trouvent constamment des moyens d'être à niveau, de garder la tête au-dessus de l'eau, parce que les lanceurs, ils ont l'avantage. Ça, là, dans ma tête, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Oui, tu regardes tous ces jeunes-là, parce qu'au début du camp d'entraînement, il y a beaucoup de jeunes qu'on ne verra pas dans le baseball majeur, même cette année, qui étaient dans le A l'année passée. Ils ont tous en commun à peu près le même physique. Marc, ils sont tous des grands costauds en forme et qui lancent fort. C'est ça. Le danger, c'est Alain, ça qu'on repêche. le danger, puis tu veux le mentionner, le danger parfois, là, c'est que tu veux voir justement le gars du A fort ou qu'il y a peut-être une petite tasse de café dans le 2A. Mais il lance fort. Mais en termes de précision, c'est encore un petit peu plus difficile. Puis là, tu le fais affronter. Parfois, tu veux le mettre dans des situations où tu veux le voir affronter des frappeurs du baseball majeur. Donc, tu le mets un petit peu plus tôt dans le match préparatoire. Et c'est là que des fois, c'est un petit peu dangereux parce que tu veux pas que, bon, il atteigne un joueur important qui va se blesser éventuellement. Donc, il y a toujours ce risque-là. Les débuts de camp d'entraînement, là, ce qu'on vient de vivre, là, puis peut-être encore une petite semaine, là, des fois, c'est un petit peu plus... C'est pour ça que vous voyez les réguliers qui sont là, peut-être 2 présents sur bâton, qui vont jouer 4 ou 5 manches, on les enlève, on veut s'assurer qu'ils soient prêts, mais on veut s'assurer aussi qu'ils soient en santé pour avancer la saison. Oui. J'ai très hâte de voir comment ça va tout ça se développer. Il y a du talent, Marc. Tu regardes autour, là, la formation des joueurs aujourd'hui, là, ça s'est énormément amélioré. On a parlé des moyens technologiques, Marc, et il va falloir faire quelque chose là-dessus à un moment donné parce que même toi, tu es impliqué dans la formation de frappeurs. Puis je suis convaincu qu'il y a des choses que tu remarques, puis tu ne peux pas faire autrement parce que même comme instructeur, Marc, il faut s'ajuster. Moi, j'aime ce que tu viens de dire, Alain. Moi, ce que je remarque, là, c'est que c'est vrai que le talent pleut, là, Alain. C'est fou, là. On découvre des jeunes, puis c'est l'occasion de le faire lors des débuts de camp d'entraînement. Les gars arrivent, là. Tu as parlé de physique imposant, puis de vitesse, puis de l'exécution. Le baseball est dans la bonne direction en termes de spectacle et de talent. Je pense qu'on est vraiment en santé à ce niveau-là parce que même les jeunes qui se présentent, là, qui ont peu d'expérience, là, leur langage corporel, leur façon de s'exprimer sur le terrain. Moi, je suis très impressionné par ça, puis je trouve que c'est une belle génération là, de joueurs de baseball qui s'en viennent. Oui, ça regarde très, très bien. C'est le temps de vous parler de la carte de la semaine. Et c'est une présentation de Carte Trade Union Dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite. Mais oui, 100%. Si ça vous tente, allez jeter un petit coup d'œil. On va parler de Sal Maglie des Giants de New York. Et il y a plusieurs raisons d'en parler. C'est une carte de la série Bowman 1954. C'est connu des collectionneurs. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'à un moment donné, elle n'existait plus. Elle a été achetée par Topps et c'est revenu en 1989. Il était surnommé le Barbier ou The Barber. Certains ne savent pas tout à fait si c'est parce qu'il ne se rasait pas ou plutôt qu'il passait un peu trop près du visage des frappeurs adverses. Il a eu une très, très belle carrière. On remarque, le devant de la carte affichée sur la photo de Maglie et son autographe qui était un peu plus lisible que ce qu'on peut voir souvent aujourd'hui. Et pour les collectionneurs, ça fait évidemment leur affaire. Il y a 2 variations du verso et la différence, c'est le quiz au bas de la carte. Marc, il y a un petit côté québécois dans Sal Maglie. Pourquoi? Parce que lui avait, en 1946, quitté le baseball majeur pour aller au Mexique. Il y avait les frères Pasquale qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient décidé de défier le baseball majeur en partant une 3e ligue. Jean-Pierre Roy avait décidé d'aller là notamment. Et le commissaire du baseball à l'époque, Abby Chandler, avait décidé que vous en allez là-bas, on vous bannit à vie. Ça a duré le temps des roses. À un moment donné, ça coûtait trop cher. Les joueurs qui étaient là-bas étaient payés, mais c'était pas des conditions idéales. Donc, il y en a plusieurs qui sont revenus. On n'a pas tout de suite enlevé la décision du commissaire. Donc, on s'est retrouvé gros gens comme devant. Et où on s'est retrouvé? Dans plusieurs des cas, dans la Ligue provinciale au Québec. Et Sal Maglie s'est retrouvé à Drummondville dans une des équipes les plus puissantes du baseball mineur de cette époque-là, Marc. C'est pas des blagues, là. Il y avait plusieurs joueurs des Ligues des Noirs qui voulaient se faire un nom. Et c'était plus payant dans la Ligue provinciale. Pourquoi? Parce que là, on s'arrachait les meilleurs Noirs des Ligues des Noirs en 48-49, là, Marc. Donc, la qualité des Ligues des Noirs
baissait dangereusement. On s'est retrouvé avec plusieurs latino-américains et l'équipe de Drummondville s'est nettement détachée. Sal Maggie a été le meilleur lanceur de la Ligue un peu plus tard, mais finalement s'est retrouvé avec les Dodgers de Brooklyn et avec quelques titres de la Ligue nationale. Donc, c'est l'histoire de Sal Maggie. Ça a passé par le Québec, Marc. À un moment donné, il va falloir parler de cette Ligue provinciale-là des années. On n'a pas beaucoup parlé avec les anciens, là, avec qui on fait des entrevues, de celle des années 60, mais celle de la fin des années 40. Va falloir s'en souvenir parce que, écoute, je pense qu'on aurait pu chauffer les fesses de pas mal d'équipes du niveau 3A à cette époque-là, à la fin des années 40. Alain, je profite de l'occasion rapidement pour vous rappeler notre partenaire principal, Plan de match. Le printemps s'en vient, même si parfois ça paraît pas trop. Le baseball s'en vient vraiment sur le terrain. Donc, pour vous équiper, pour aller chercher votre gant, votre bâton, vos gants de frappeur, peu importe l'équipement que vous avez besoin, allez à Plan de match. C'est à Boucherville. Ils ont une boutique en ligne également. Cage de frappeur, cours privé, tout ce que vous voulez pour le baseball, ça se passe à Plan de match. D'ailleurs, si vous voulez aussi en savoir plus sur notre balado compte complet, savoir où nous regarder, où nous écouter et nos partenaires, eh bien, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Marc, il y a une pénurie dans le baseball majeur. C'est pas grave. Pénurie de joueurs de troisième but. Je regardais un petit peu dans l'Est américaine principalement. Les Baltimore avec Westbrook sont corrects. Dans le cas des Red Sox de Boston, on en a parlé, Marc, d'enlever Devers du troisième but pour le mettre frappeur de choix. C'est un gros salaire pour un frappeur de choix, je trouve. Mais on en a un quand même si défensivement, il s'est amélioré, mais ce ne sera jamais un gant d'or. En fait, on en a peut-être deux à Boston, là. Bon, voilà. Là, maintenant, les Blue Jays, les Yankees, les Rays, c'est trois équipes qui aspirent à jouer au moins pour 500 dans les trois cas. Au troisième but, là, on parle des Yankees. C'est peut-être que Chisholm va se retrouver là, mais il y a un trou quand même. Puis Chisholm, c'est pas ton troisième but classique. T'aimerais ça avoir quelqu'un avec de la puissance, un Austin Riley. T'aimerais ça avoir un joueur de ce type-là au troisième but. Même les Phillies voulaient s'améliorer, Marc. Alec Baum, son nom a circulé dans les rumeurs d'échange. On voulait plus de puissance au troisième but. Les Mets, on va avoir un jeune probablement. Vientos a été très bon en fin de saison. Là, c'est à lui de prouver qu'il est capable. Bref, c'est peut-être pour ça que le nom d'Arenado a circulé autant. Marc, même contre toute logique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pas que je trouve ça problématique, mais curieux qu'on ne se soit pas penché davantage sur ce dossier-là au sein des équipes de pointe. Ben, écoute, Alain, première des choses, tu as raison. Le poste de troisième but, tu as toujours des positions. On est revenu un peu dans les dernières années avec la ligne du centre. À un moment donné, on avait négligé la ligne du centre en se disant on va mettre des frappeurs plus que des joueurs en défense, puis on a bien vite réalisé que c'est pas mal plus important peut-être d'attraper la balle, surtout comme voltigeur de centre. Les voltigeurs de centre, je vais vous dire défensifs, là, sont revenus un petit peu plus, là, à juste titre d'ailleurs. Là, tu regardes, bon, les premiers buts, ça a évolué beaucoup. À un moment donné, on disait que le moins bon joueur, on a patrouillé le champ gauche, alors qu'on a réalisé qu'au champ gauche, c'est pas mal plus difficile de jouer là. Puis, fait qu'on a remis des bons athlètes à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que tu peux jongler. Mais au troisième but, ça semble être la position cette année, en fait, peut-être depuis un an ou deux, là, où c'est plus difficile, d'avoir un Matt Chapman, tu as parlé d'un Austin Riley. J'avais l'impression que chaque équipe avait son troisième but. Tu sais, ce frappeur-là, de milieu de formation, producteur de points, troisième but. Mais là, c'est effectivement, on a l'impression qu'on va, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais on va un peu boucher les trous au troisième but. Tu sais, Ernie Clement, j'aime bien Ernie Clement, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment un troisième but que tu peux le mettre là 155 matchs par année pour dire que tu vas aller. Je suis pas certain, là. Puis j'enlève rien. Puis les Blue Jays sont pas les seuls là-dedans. Il y a pas mal d'exemples qui nous. En fait, les Yankees en est un autre. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu là, Alain? Est-ce que on s'est dit on va repêcher des joueurs d'arrêt court qui frappent avec puissance, qu'on va un petit peu les tasser éventuellement au troisième? J'essaie de comprendre, parce que c'est une position qui reste. Qui est importante, qui est extrêmement difficile à jouer en défense. J'ai hâte de voir
quelle est la raison principale? Parce que, un Matt Chapman, c'est un joueur d'arrêt-court au collège. Là. Alec Bregman, on parlait de Bregman tout à l'heure avec les Red Sox. Là, on dit qu'on avait deux, mais c'est un gars qui s'est développé au milieu de l'avant-champ, qu'on a transformé en troisième but chez les Astros éventuellement. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on pense chez les organisations maintenant? On s'est dit, on va repêcher le bon athlète, qui est souvent le joueur d'arrêt-court, puis le plus costaud, on va le mettre autour. Je sais pas. Tu comprends? J'ai un petit peu de misère à comprendre parce que je suis convaincu qu'au niveau collégial, il y a des troisième buts, des gars de 6 pieds 2, 210 qui frappent la balle. J'imagine, là. Mais effectivement, on en voit moins de ces gars-là. Et c'est vraiment la position qui est la plus, je dirais pas bizarre, mais qui fait en sorte qu'on a des types de joueurs différents, alors que c'est une position normalement où tu as pas mal le profil du joueur qui devrait jouer là. Tu as des observations intéressantes, Marc. Je fais un petit détour pour revenir là. Tu parlais de Chansante tantôt, où effectivement, on en a parlé souvent. Écoute, il y a juste les Yankees qui juraient, puis ça leur a peut-être coûté, malheureusement, quelques matchs l'année passée aux Chansantes. On accepte mieux les défaillances offensives aux Chansantes qu'à n'importe quelle position, on a l'impression, là, avec le baseball d'aujourd'hui. Et je regardais effectivement le pourcentage de retrait au champ extérieur est légèrement, mais quand même une tendance plus élevée. On soulève la balle plus. Il y a de logique derrière ça. Là, je reviens. Il y a plus de frappeurs droitiers. Est-ce qu'on a décidé de mettre plus d'importance en défense au troisième but avec le temps? Puis l'autre chose que tu as dite sur les troisièmes buts, effectivement, on a l'impression que les troisièmes buts, on les prend pour acquis, on les laisse là. Au temps de la renommée, c'est la position où il y a le moins de joueurs. Le troisième but. C'est vrai. Le troisième but. Puis, si je reviens de l'histoire des Expos, il y a eu deux principaux troisième buts. On s'entend là-dessus, là, dans leur histoire. Là, on a fait presque 30 ans avec deux joueurs, Larry Parrish et puis Tim Warnock. C'était pas des troisième buts, ça, à l'origine, ni un ni l'autre. Il y a un paquet de choses là-dedans, Marc, qu'on peut mélanger, puis on se dit, ouais, peut-être, bon, troisième but, on fait quoi avec ça? Là? Puis, effectivement, on a l'impression que cette mentalité revient dans la gérance des équipes. Ben, écoute, j'imagine, Alain, c'est intéressant parce que comme j'ai mentionné, c'est une position qui est pas facile. Tu sais, c'est pas tous les joueurs d'arrêt-court qui sont capables d'aller jouer au troisième but. Il y a quelque chose de différent. C'est un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide. Ça prend évidemment un bras canon. Tu regardes, un Manny Machado est un joueur de milieu d'avant-champ qu'on a transformé en troisième but. J'ai l'impression qu'on se fie à ça, Alain. On se dit, on va repêcher, on repêche beaucoup de joueurs d'arrêt-court. Inévitablement, ce sont souvent les bons athlètes des équipes. Puis là, on va les transférer au niveau du troisième. Je sais pas quelle est la mentalité, mais ça reste que c'est une des positions. Puis là, tu vas me dire que le baseball évolue, change absolument, tu sais. Mais c'est une position où tu veux que ce soit un gars qui produise avec puissance. Puis là, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Tu regardes un peu les tendances, puis c'est peut-être pour ça qu'Arenado est encore peut-être un petit peu populaire en termes de vouloir aller le chercher, là, même si les Cards ont de la misère à l'échanger. Là, mais son nom a circulé quand même à quelques reprises. C'est quand même un dossier bien intéressant, Alain, à analyser tout ça. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Quelle est la pensée des équipes? C'est sûr que si tu es un Alex Antopoulos et tu es un Austin Riley, tu n'as pas trop tôt à te casser la tête. Mais il n'y en a pas une tonne, là. C'est pour ça que Matt Chapman a peut-être eu le contrat qu'il a eu avec les Giants de San Francisco. Alors, écoute, c'est un dossier fort intéressant qui reste à suivre. Il faudrait voir l'évolution et la production offensive, Alain, des joueurs de troisième but. Faut vraiment voir, est-ce qu'il y a une tendance à se dire, on s'en va vers plus un joueur qui peut même courir à la limite. Ou avec Bob, c'est un excellent frappeur, mais le fait qu'il y avait un petit peu moins de puissance à Philadelphie, on disait, ça nous prendrait peut-être un vrai troisième but, alors que le gars... il fait un travail très, très, très honnête. Là. Oui. Écoute, Jake Burger, qui a de la puissance, il aurait joué il y a 30 ans au troisième but. On ne se serait pas posé la question. J'ai Bob Horner en tête, tu te rappelles de lui, qui était le troisième but typique à cette époque-là en défense. Bon, c'est pas grave, attrape les balles qui sont à ta portée. Puis, c'est tout. Mais je t'amène au Blue Jays de Toronto. Marc, on fait quoi avec le poste de troisième but? Ernie Clement, c'est un bon réserviste, bon quatrième joueur d'avant-champ, mais tu peux pas, comme tu l'as dit tantôt, tu peux pas le faire jouer 155 matchs. Il faut que tu aies une autre option que
Tu comprends que Ernest Clément, là, la Réco, puis les Yankees aussi ont un trou. DJ Lemayeux, en plus, c'était peut-être une solution, puis là, vient de se blesser. Regarde, ces deux équipes-là, Cabrera va attraper la balle. Clément aussi. Mais à long terme, je ne suis pas sûr, là, en rentrant en série, que ces deux gars-là, si on se rend jusque-là, ce n'est pas eux qui vont être au troisième but. Ben, écoute, Alain, on joue avec les joueurs qu'on a. Puis, Ouais. là, est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on prend un jeune joueur? Est-ce qu'on tasse un Beau Bichette? Est-ce que Beau Bichette pourrait devenir un joueur de 3? Tu sais, je regarde le profil de Beau Bichette. Je regarde le physique de Beau Bichette. Je pense à Alex Bregman. Est-ce qu'un Bichette pourrait s'en aller au troisième? Puis tu as un Jiménez qui est pas pire. Puis tu as des jeunes, tu sais, une couple de jeunes joueurs qui sont intéressants. Est-ce qu'on... Tu sais, il y a quand même des options. Il y a quand même des options à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'un gars comme Bichette veut, tu sais, à l'âge qu'il a, est-ce qu'il veut se passer déjà au troisième? Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que sur papier, en début de saison, c'est pas le, tu sais, Clement que j'aime bien, là, mais c'est pas le type de joueur que je pense qu'il va te faire gagner, tu sais, si tu le mets là à 150 matchs. Mais, tu sais, il peut connaître une bonne saison puis surprendre un peu, mais l'important, c'est de se donner des options possibles. Et pour ça, il faut avoir une ouverture. Tu sais, est-ce que Jiménez, ça est en train de jouer à la Réco? Moi, je pense que oui, mais tu sais, il pourrait jouer à la Réco. Est-ce que Bichette pourrait se tasser au troisième? Puis à la fin de la journée, tu te poses la question, quelle est ma meilleure formation pour gagner cette année? Puis, évidemment, on tasse les égos. Là, tu sais, je sais pas. Bichette peut-être qu'il se dit, moi, je veux rien savoir. Peut-être que oui, là, il y a peut-être une grande ouverture de dire, regarde, moi, c'est pour aider l'équipe, je vais m'en aller au troisième. Mais en tout cas, l'important, c'est de donner quelques options. Ça, tu peux pas juste te fier à un joueur comme Clement, selon moi, pour jouer au troisième. On en parlera, Marc, mais ça va être intéressant de voir éventuellement l'évolution de ce dossier-là chez les Blue Jays de Toronto. Ce qui nous amène à la question de la semaine, présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. En fait, il y a un nom que je vous pose. Est-ce qu'on devrait donner une chance à Orelvis Martinez au troisième but? C'est pas un mauvais début de camp pour lui, mais l'échantillon est mince. On va se donner un peu de temps avant d'analyser les choses. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez-nous vos commentaires sur cette question sur facebook.com/compte complet balado ou encore sur notre site internet directement, comptecomplet.com. Nous avons un nouveau segment au cercle d'attente et ça, ce sont les documents de Bob Beckdoff. Baseball Bob, on vous encourage, les jeunes, à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob, www.baseballbob.ca. Et on parle d'un joueur dans le cadre de ce segment, et cette semaine, Cody Bellinger, qui a un parcours un peu particulier. Marc, certains prétendent une carrière en dents de scie un peu. On peut le penser. Lui a été repêché par les Dodgers à l'issue des écoles secondaires. Son père a joué avec les Yankees de New York, donc se retrouve en territoire connu. Son père qui est originaire de l'État de New York et dans un coin où les Yankees sont extrêmement populaires, dans le coin d'Oneonta, où les Yankees avaient un club école dans la Ligue New York Penn. C'est un coin que je pense que tu connais, c'est dans la Ligue où Jamestown était à l'époque des Expos. Cody Bellinger, ça a commencé recrue de l'année, joueur par excellence de la Ligue nationale, 2017 et 2019 respectivement. Il a remporté la Série mondiale, quelques matchs des étoiles. Blessure à une épaule, Marc, qui a fait en sorte que les Dodgers, à un moment donné, ont décidé de ne plus l'utiliser comme joueur de premier but. C'est quand même un peu particulier, et de le mettre au champ-centre. Et il excelle dans les deux positions, Marc. Et là, les Yankees se sont... Écoute, ça revient aux tendances qu'on disait tantôt. On voulait un voltigeur de centre de qualité, puis on l'a obtenu des Cubs de Chicago. Oui, absolument. Puis, écoute, je le trouve chanceux. Il a joué pour 3 belles organisations, on va se le dire. Un joueur qui joue pour les Dodgers, les Cubs et les Yankees. Il est quand même bien tombé à ce niveau-là. Très, très bon athlète. Très bon athlète, tu l'as dit, excelle à deux positions tellement différentes sur le terrain, évidemment. Il me fait un peu penser en termes de talent à Larry Walker. Walker pouvait jouer au champ extérieur, être un gant d'or, pouvait jouer au premier but, aurait probablement été un gant d'or au premier but. C'est un très, très bon athlète, Cody Bellinger. Et bon, tu as mentionné recrue de l'année, joueur par excellence, donc ce gars-là, évidemment, a des qualités extraordinaires. J'ai toujours trouvé, cependant, que son élan
sais, c'est pas le genre d'élan que moi, personnellement, que je fais wow. Le résultat est wow. T'sais, parfois, surtout son année lorsqu'il a été joueur par excellence, mais c'est pas un élan fluide à la Ken Griffey Jr. Il lance de la gauche. Donc, sa main forte, là, c'est la main haute sur son bâton. Ce qui l'amène, rappelez-vous, Ken Griffey Jr., un des frappeurs qui avait l'élan le plus fluide. On a toujours trouvé que l'élan de Cody Bellinger était long. C'est pas ça qu'on veut. Hein. Lorsqu'on s'élance au baseball, c'est qu'on cherche la vitesse. Plus notre élan est rapide, bon, lorsque c'est combiné à la vélocité qu'on retrouve aujourd'hui, vous comprendrez que c'est ça qui fait souvent la différence. Mais dans le cas de Bellinger, écoute, il réussit néanmoins à faire de quoi avec un élan de la sorte, puis je trouve ça extraordinaire. Sa coordination main-œil doit être extraordinaire. Elle doit être extraordinaire parce que c'est un gars qui génère de belle puissance. La première année qu'il a eue avec les Cubs de Chicago, tu as vu qu'il est capable de... Tu sais, parce que oui, c'est en dents de scie, Alain, tu as dit ça au début, là, oui, c'est en dents de scie, sa carrière, ça reste, il y a de l'inconstance, mais ce que j'aime, c'est qu'il réussit à s'ajuster. Il réussit à remonter la pente alors que tu penses que les lanceurs ont trouvé toutes les failles possibles dans son élan. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les Yankees. Moi, je pense que c'est une très belle acquisition, mais attendez-vous pas à ce que ce soit un rendement à la Juan Soto. Là. Ce que je veux dire, c'est que il va être très bon, mais ce qui va être à souligner, Alain, c'est son impact en défense. L'impact en défense est parfois difficile à calculer. Je sais qu'on a des statistiques avancées, mais c'est pas parfait à ce niveau-là, au moins. Là. Mais l'impact qu'il va avoir au champ centre, ça va paraître beaucoup dans l'uniforme des Yankees. Oui, effectivement, on aura l'occasion de l'analyser lorsqu'on... éventuellement, on fera nos prédictions, mon cher Marc. On va terminer avec la zone des prises électroniques. Là, on a vu beaucoup de matchs hors concours. On a vu un peu comment des équipes du baseball majeur l'utilisent. Il y a des tendances, des observations, Marc, là-dessus. Il y a certaines équipes, je pense, particulièrement les Reds. Terry Francona a demandé à ses joueurs, les vétérans qui sont assurés de leur poste, je ne veux pas que vous l'utilisiez parce qu'on ne l'utilisera pas en saison régulière. Je respecte la décision. Mais il y en a d'autres, inévitablement, ça va venir, donc il y en a d'autres qui l'utilisent. Marc, je vais te laisser aller sur tes analyses sur la façon dont ça pourrait être utilisé une fois que ça va être adopté, parce que ça va l'être à un moment donné. Oui, ça va l'être. Et écoute, moi, je trouve ça bien depuis le début. Évidemment, là, ce que l'on voit, il faut faire attention parce que on a 2 contestations. Et évidemment, lorsqu'on a raison, ben on peut la garder. Donc, on voit depuis le début du camp d'entraînement, dès la première manche, on voit soit le receveur ou le frappeur le demander. Puis c'est là, je pense que ça va changer beaucoup en saison régulière. On va vouloir garder ces décisions-là dans des moments critiques. Là, les joueurs semblent convaincus. Tu sais, quand tu le demandes, c'est parce que tu es convaincu. Mais là, on frappe pas pour 1000. Là. Parfois, on se trompe, puis c'est correct. C'est juste qu'à un moment donné, il va pas falloir que ça devienne une distraction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'arbitre devient un peu le centre de la patente, si tu veux. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de contestations, c'est pas bon signe pour l'arbitre. Ouais. Et surtout, si les joueurs ont raison, ben là, il va y avoir de plus en plus de contestations. Puis là, si les joueurs ont toujours raison, là, ça va faire paraître l'officiel pas très bien. Puis vous allez dire, ben c'est ça qu'on veut. On veut la bonne décision, que ce soit la bonne prise ou la bonne balle. Mais ça reste que, moi, je pense que ça peut faire partie d'une stratégie. Ça peut faire, tu sais, je veux dire, t'es en fin de match, t'as encore une contestation, puis ça, c'est 3 balles, 2 prises. Puis là, le tir qui est vraiment, là, qui est sur le coin, mais t'es pas certain. Là, c'est le temps de l'utiliser. Est-ce qu'on va l'avoir gardé jusqu'à là? Je ne sais pas. Mais l'échantillon est trop mince, Alain. Ça va prendre encore plus pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais ça reste que c'est le côté hybride que j'aime. C'est-à-dire que l'officiel, l'humain est encore très important dans ça. Mais lorsque c'est le temps tu sais, lorsque c'est le temps qu'il y a un moment important dans le match, ben là, on a la bonne décision qui est prise à ce niveau-là. Donc, moi, j'haïs pas ça. Moi, j'aime mieux ça que d'avoir vraiment tous les tirs de façon électronique. Peut-être que ça va changer là, au cours, ça va évoluer tout ça. Mais chose certaine,
le problème qu'on avait au cours des dernières années à l'instaurer dans le baseball majeur, Alain, c'était justement cette fameuse zone de prise par frappeur. Que ce soit Altuve ou Aaron Judge. Ouais. Et là, on semble avoir réglé ça. Et c'est ça qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'on semble être quand même assez juste, en fait, même très précis sur les différentes zones de prise de chacun des frappeurs. Marc, est-ce que ce que j'ai vu, la zone est en 2 dimensions. Est-ce que tu souhaiterais, toi, qu'elle englobe ce qu'on appelle le marbre, c'est pas du marbre, là, mais la zone des prises, là, est-ce que tu aimerais qu'on l'englobe au complet? Parce que théoriquement, il faut que ça passe par-dessus. Si c'est le cas, il faudrait que ce soit à 3 dimensions. Là, et parfois, on est au millimètre près. Écoute, tu me poses la question, moi, j'aime mieux ça de même. Parce que si tu l'aimes en 3 dimensions, Alain, avec la façon dont les lanceurs font bouger la balle, tu vas avoir les receveurs qui vont attraper la balle au sol, mais que la balle va passer dans la zone des prises. On l'a vu. On a été témoin de ça dans les ligues d'automne. Ça fait quelques années déjà de ça. Ça, tu parles de la fameuse balle courbe là, qui tombe peut-être un peu plus tôt et qui va passer tout juste à la hauteur des genoux. Là. Et la midi 6, là, cette fameuse balle courbe-là, c'est bon. Fait que, puis je la comprends, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut se doter de quelque chose de constant. Puis le baseball, c'est quand même joué d'une manière, Alain. Tu sais, si le receveur attrape la balle au sol, c'est une balle. Tu sais, je veux dire. Bon, alors, qu'on garde une constance, pour l'instant, moi, j'aille pas ce que je vois. Ça va s'améliorer, certes. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Mais je trouve quand même que là, c'est bon de prendre tout le camp d'entraînement. Il reste beaucoup de matchs encore. Continuer à prendre des notes là-dessus. Continuer à avoir l'attitude. Puis je tiens à dire, comme j'ai mentionné la dernière fois, qu'il faut que ce soit le receveur qui pose le geste et non le lanceur. Tu sais, ça, je pense que c'est rendu déjà, ça a fait le tour déjà de toutes les équipes. Ben, moi, c'est mon observation principale, Marc. Le lanceur peut le faire. Mais ça ne devrait pas être sa responsabilité. Non. Le receveur est mieux placé, puis ça devrait être décidé par l'équipe, en fait. Toi, le lanceur, tu lances, c'est le receveur qui va décider si on conteste ou non. Et je te dirais, en début de match, tu peux contester, mais tu as besoin d'être certain de le faire. Parce qu'autrement, je veux dire, faut que tu attendes une situation cruciale. Je veux dire, 0-0 en deuxième manche. Là. C'est pour ça que je dis que ça va faire partie de la stratégie. Comme maintenant, là, quand tu amènes un nouveau releveur, il faut qu'il affronte un minimum de 3 frappeurs. Alors, si tu vas amener un gaucher, mais que le troisième frappeur, c'est un droitier, il faut que tu considères cette décision-là ou cet aspect-là dans ta prise de décision. Ben, ça va être un peu la même chose dans le sens que ça va faire partie de la stratégie. Il va falloir aviser nos receveurs ou les frappeurs, évidemment. Écoutez, soyez prudents. Là. Je comprends que c'est beau statistique. Puis là, à 0-2, tu penses que c'est pas une troisième prise alors que l'arbitre. Mais si tu n'es pas certain, viens-t'en dans l'abri, mon homme. On va avoir besoin de cette contestation-là peut-être un petit peu plus tard. Fait il y a une éducation à faire au niveau des joueurs, ça c'est clair. Puis, mais moi, je pense que ça va améliorer le spectacle. Je sais qu'elle est... on n'aime pas ça parfois ajouter de la nouvelle technologie, mais moi, je pense que ça va améliorer, puis on va se retrouver dans des situations bien le fun en fin de match avec un releveur numéro 1, avec un Bryce Harper au bâton ou un Mike Trout au bâton, puis là, ben, pouf, le lancer qui est sur le coin, puis c'est quoi? C'est une prise, c'est une balle. Ouais. Je pense que ça va ajouter quelque chose de fun. Oui, il y a un suspense, assurément, Marc. Tu comprends? 9e manche, 3e prise sur le coin extérieur, contestation. Oh, monsieur, ça... c'est le genre de truc auquel on pourrait assister. Puis, regarde, c'est des changements de façon de faire, mais je pense qu'on pourrait y gagner. C'est tout simplement la mentalité qu'il faut changer à cet égard-là, même s'il y en a certains comme Max Scherzer qui vont peut-être être plus difficiles à convaincre. Mais ça, regarde, ça fait partie du jeu. Marc, on va terminer ce balado en se donnant rendez-vous la semaine prochaine. Les camps d'entraînement vont se poursuivre. Évidemment, la saison va commencer à la fin du mois de mars. On aura nos 2 émissions avec Alex Agostino pour voir un peu les forces en présence dans chacune des 2 ligues. Je tiens à prendre quelques moments aussi. Vous nous voyez, moi et Marc, dans le cadre de nos balados. C'est un travail d'équipe. Et je tiens à souligner Martin Villeneuve, qui est notre grand Manitou à la technique, qui permet d'enrober tout ça de façon agréable. Martin, un coup de chapeau, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Puis, sans ton travail, ce serait un peu plus difficile de vous présenter le compte complet de façon hebdomadaire et de même que tous les entretiens qui les accompagnent. D'ailleurs, dans les entretiens, je rappelle celui effectué par Marc il n'y a pas longtemps sur
préparation mentale. Et on parlait de la zone des prises électroniques. Ben, on a Tania Millette, dis-je, qui nous a donné une superbe entrevue et qui nous parle de sa réalité, elle qui va en être à sa 2e année dans le baseball organisé cette année. Québécoise qui tente de faire sa marque dans le baseball professionnel comme arbitre. On va nous parler un petit peu du point de vue d'un arbitre derrière le marbre. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de semaine, bonne semaine de baseball, et on se revoit la semaine prochaine. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.